Cette vidéo, je vous partage ce que 9 ans d'investissement crypto m'ont appris. Et nous verrons les 3 critères vraiment fondamentaux qui te permettront de faire mieux que 99% des investisseurs sur le marché en 2025. Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, je suis avec mon acolyte Gabin. Comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Bonjour François, ça va très bien, merci. Donc je m'appelle Gabin, j'ai 22 ans. J'ai rejoint l'équipe de François Denis en 2024, notamment grâce à mes appétences dans le secteur des crypto-monnaies, secteur dans lequel je suis investisseur depuis 2021, 4 ans maintenant. Ok, donc tu as commencé à 18 ans d'investir en crypto, c'est ça? 18 ans exactement, je suis arrivé en octobre 2021, donc au mauvais moment, au Ok, période parfait. de la hype. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes activités? Soyez indulgent pour Gabin, vu que c'est sa première interview, sa première vidéo. Quel est ton rôle au sein de l'équipe? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, je sais la plupart des gens aussi qui sont clients chez nous te connaissent déjà. Dis-nous tout. Donc mon rôle, ça va être de gérer d'un point de vue, je suis le CGP de la boîte, donc tout ce qui va être le côté administratif, Ok. l'accompagnement des clients d'un point de vue général dans leur stratégie patrimoniale, être au contact, être dans le conseil également. Et la partie technique et crypto voilà. pour certains. Et la partie technique également. Donc, Ok. je réalise des analyses graphiques, des analyses fondamentales que je partage à François. On en discute, on essaie de trouver des projets, les meilleurs projets qu'on peut présenter à nos clients, à nos investisseurs. François, en 2 minutes, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours? Quand et comment tu es entré dans l'écosystème des crypto-monnaies? Tout à fait. Alors, je suis arrivé à une période totalement différente de la tienne. On va dire que c'était pas du tout à la fois d'un point de vue grand public, juridique, il y a beaucoup de choses à dire parce que moi j'ai connu les cryptos en 2014-2015. Ok. J'ai Très connu tôt. d'abord par le monde de la blockchain, le monde technique, le monde ingénierie, avant de rentrer vraiment dans l'investissement. Il y a peut-être eu une période de 6 à 12 mois avant que je commence à vraiment avoir la logique d'investisseur. Alors pour tout vous dire, historiquement, donc, j'étais aux États-Unis quand j'ai connu le mot crypto, le mot blockchain pour la première fois. Donc pour ceux qui le savent, donc j'ai vécu 2 ans à New York. C'était à la fin de mes études et j'ai eu une première expérience, on va dire, dans le fabuleux monde des startups. Et c'était vraiment le monde des startups comme on voit à la télé, quoi. C'était t'as 50 startups au même niveau, t'as des zones, t'as un billard, un piano. Tu peux vraiment, c'est comme à la télé. Et forcément, tu as ce melting pot entre des ingénieurs, des entrepreneurs, des marketeurs, qui fait que tu apprends des trucs tous les jours. Et donc, dans cette période-là, c'était plutôt vers 2015, du coup, je me retrouve à regarder à l'accueil. J'attendais l'ascenseur. En plus, t'imagines les ascenseurs aux Américain. États-Unis, tu mets déjà 30 secondes pour l'attendre. Enfin bref, du coup, tu as le temps de lire justement ce qui est marqué à l'accueil. Et tu as toutes les entreprises. Et toi, tu as des noms que tu connais évidemment pas. Et certaines qui font des petits appels à l'action et qui cherchent notamment des job opportunities. Et il y en a une notamment, c'était SolidX. Je sais pas si tu connais le nom. Ça me dit rien. Non. Je crois d'ailleurs qu'ils existent toujours. Ça, Ok. c'est une boîte crypto du coup. Ok. Alors, sur le moment, je sais pas ce qu'ils font. Sur le moment, je connais évidemment pas le nom. Et je vois qu'ils cherchent, je crois que c'était un blockchain-based applications. Ça consiste en quoi? Et alors, sur le moment, évidemment, je sais pas du tout ce que c'est. Sur le moment, tu me dis déjà le mot blockchain, je l'avais jamais vu. C'est la première fois que je voyais le mot blockchain. Et je vois à peu près ce qu'ils font. Ils sont entre l'ingénierie, ils sont entre la finance. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils font. Mais aux dernières nouvelles, ils existent toujours. Et du coup, le lendemain, je vais les voir. Je leur demande qu'est-ce que vous faites, voilà. Et c'est la première fois que c'est là que un ingénieur littéralement m'explique ce que c'est la blockchain. Évidemment, avec le côté tech. C'est pour ça que je dis que j'ai connu d'abord la crypto par le monde de la startup, le monde tech, avant de me dire qu'il y a de l'argent à faire. D'ailleurs, c'est cet ingénieur-là qui me dit très rapidement investis sur Ethereum. On est en 2015. Hein. On est en 2015. Investis sur Ethereum, c'est plutôt un truc sympathique. Ça devrait bien marcher, toi. Donc sur le lancement d'Ethereum finalement. Mais oui, il c'était en était, 2015. Ouais, c'est ça. quelques dollars à cette époque. C'est ça, à quelques dollars, tout à fait. Moi, j'ai fait des erreurs. Bien sûr. Je l'ai revendu trop tôt. Enfin bref, on pourra en reparler. Mais effectivement, je lui ai fait confiance. En même temps, plus j'allais en profondeur, plus je me disais que j'étais vraiment en surface
et qu'il y avait énormément de choses à apprendre. C'était, je pense, un peu la même sensation que je pense avait à l'époque dans les années 70 quand il y avait l'ordinateur ou les ingés dans les années 90 quand il y a Internet qui est arrivé. C'était vraiment, tu comprends le truc, mais tu sais qu'il y a tellement de potentiel, tellement d'opportunités que tu maîtrises pas vraiment 80% du truc. Bien sûr. Et au-delà de la nouveauté de la technologie, il y a toute la complexité qu'il y a derrière, le nouveau processus. Enfin, c'est très compliqué à En comprendre. plus, là, dis-toi qu'en 2015, déjà, tu as zéro contenu sur Internet. Surtout, donc, il y a évidemment zéro loi. C'est que principalement des geeks, quoi. Parce qu'on le rappelle que le grand public a commencé à le connaître en 2017 et surtout sur le cycle où tu es rentré en 2020. Mais c'est ça. là où il y a eu les premiers, on va dire, les premiers médias qui ont commencé à en parler, les premiers articles, les premiers, on va dire même influenceurs et créateurs de contenu à en faire sur YouTube, c'était 2017-2018. Et tu en faisais partie. Et j'en faisais partie, effectivement. J'étais un des premiers. Il faudra retrouver les premières émissions, mais en 2016-2017, à faire du contenu. Là, j'étais revenu en France, justement. J'avais cette logique de commencer à partager mon savoir et à faire du contenu sur les cryptos. Donc, j'ai connu, on va dire des premières performances, justement, grâce à Ethereum en 2015. Je suis allé, ça, c'est la double casquette, à la fois sur le côté technique, comprendre vraiment l'analyse fondamentale, finalement, des projets, et de l'autre côté, on va dire le côté investisseur, le côté vraiment finance. Et c'est pour ça que j'adore finalement la crypto, c'est vraiment le meilleur des deux mondes entre l'ingénierie et la finance. Et après, de fil en aiguille, je me suis, on va dire, spécialisé sur la partie investissement. Mais j'ai connu le cycle de 2017, qui était avec le recul plus simple à gérer que celui de 2020. Mais ça, sur le moment, tu le sais pas. Non. Comme on dit souvent, le premier cycle, c'est le plus compliqué parce que tu apprends, tu perds de l'argent. Et c'est à partir du deuxième cycle que finalement tu gagnes de l'argent. Tout à fait. Peut-être que tu confirmes avec tes propres propositions. Je confirme, ouais, c'est vrai. Et donc effectivement, un peu la jungle à cette période-là. Il y a eu le début des ICO, des token sales. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait pas de loi, donc on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait proposer ce qu'on voulait en termes de services, en termes même de contenu. Ça a beaucoup changé, tant mieux dans un sens. Mais c'était vraiment, c'était aussi l'opportunité à tous les exit scams, tous les projets qui n'existaient pas en fait et faisaient des ICO pour se barrer avec la caisse. Et c'était n'importe quoi. Et ensuite, cycle suivant, 2020-2021, un peu le cycle des institutions, comme on dit, où il y a eu le début des premières positions pour les institutions, les grandes entreprises, les États qui commençaient à parler d'accepter, de proposer en fait la monnaie, le Bitcoin comme monnaie étatique, commencé par El Salvador. Tesla qui commençait à dire c'est bon, on a de la crypto, la moitié de notre trésor c'est de la crypto, enfin bref. On accepte les paiements. Donc je pense qu'avec le recul, et on le voit à chaque fois au niveau de la clientèle, 80% des gens aujourd'hui ont connu la crypto via 2020-2021. En plus, il y a eu l'impression monétaire incroyable post-Covid qui a ramené énormément de flux sur le marché des cryptos. C'était aussi n'importe quoi, mais plus compliqué à gérer d'un point de vue vraiment technique. Il y en a beaucoup qui sont sortis beaucoup trop tard en fait et qui pensaient que le Bitcoin allait à 6 chiffres, ce qui n'a pas été du tout le cas. Et donc moi aussi, en parallèle, j'ai sorti mon livre en 2018. Pour certains qui regardent la vidéo, vous devez le voir en fond. J'ai sorti mon projet crypto aussi. On a demandé l'agrément PSAN, c'était en 2021-2022. Et la possibilité de proposer des services crypto à partir de 2023 et 2024 quand la plateforme était live. Donc beaucoup de choses à dire. J'ai connu pas mal de cycles, effectivement. Et surtout, beaucoup de gens accompagnés depuis des années sur le monde fabuleux de la crypto, quoi. Donc, effectivement, tu as accompagné plus de 1500 clients, tu as connu 3 cycles, donc tu as beaucoup de recul. Donc, quels sont pour toi tes 3 critères qui te permettront demain ou aujourd'hui de le dire à nos clients de réussir? Ouais, alors on va se limiter à 3 volontairement, parce que pour préparer l'émission, on s'était dit qu'est-ce qu'on peut proposer vraiment pour que ce soit le plus minimaliste possible, le plus efficace possible, en passant le moins de temps aussi, parce qu'il faut se rendre compte que certains vont te dire oui, non, mais ça c'est plus efficace, ça fonctionne mieux, ça c'est un super outil, mais pour 1% des gens. Donc pour moi, ça ne marche pas. Il faut que ça corresponde à la très 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 grande majorité des gens qui sont des investisseurs pour le coup long terme et aussi plus ou moins novices, intermédiaires novices. Il y a quand même peu d'experts, on le voit même au sein des gens qu'on accompagne. Certains par appétence vont vraiment tomber de passion dans le monde de la crypto, mais il faut que ça corresponde à monsieur et madame tout le monde qui ont un travail à côté et qui effectivement ont d'autres chats à fouetter, tout simplement. Donc on se limite à 3 et un peu cette logique de Pareto, c'est-à-dire que
faut que ça soit des résultats, des performances avec le moins d'actions possible à mettre en place. Donc le premier critère, évidemment tu me diras ce que tu en penses à chaque fois, mais et dans cette première logique, c'est pour ça que je l'ai placé en premier d'ailleurs, c'était de simplifier au maximum votre écosystème d'investissement crypto. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, et moi le premier, hein, les 3 conseils, j'aurais bien aimé les connaître il y a 10 ans, effectivement. Où c'est presque une logique des investisseurs au début est contre-intuitif, mais ils vont vouloir se positionner sur un maximum de crypto, ils vont vouloir suivre un maximum de gens, ils vont vouloir suivre le maximum d'outils, alors sans rentrer dans la technique, mais ils vont vouloir suivre tel outil, tel chart, enfin bref, sans rentrer dans les détails encore une fois. Le premier conseil, et vraiment rien que ça, déjà ça sera gagnant pour la plupart des gens, ça sera de réduire drastiquement tous ces leviers, tous ces pôles, on va dire, d'analyse ou d'influence, de les réduire au maximum. Donc ça va commencer par déjà réduire au maximum le nombre de coins d'actifs en portefeuille, parce que j'en ai vu, il y a des clients, alors moi j'en ai 50, ouais, moi j'en ai 60. C'est pas possible. Impossible à suivre. Bien sûr. Impossible à suivre. Impossible, alors en plus la plupart ils vont même pas mettre de stratégie en place qui va faire qu'ils savent quand ils vont sortir. Donc t'imagines quand il faut sortir, t'en as 50, il faut sortir. Enfin, ils vont pas tous arriver au même moment, évidemment ils vont pumper en avance, enfin bref. C'est mission impossible. Donc déjà de base, je vais plutôt conseiller d'en avoir une vingtaine, mais grand maximum. Donc, et aussi plus le temps passe, plus je vais me dire faut réduire. 20 ça commence à déjà être beaucoup. Oui. Et d'essayer d'en avoir une dizaine, déjà c'est très bien. Et une dizaine où tu as les grosses capitalisations. Alors je sais, c'est pas facile, parce que 10 déjà, ça commence à pas être beaucoup. À suivre, oui. Si déjà tu prends les grosses, celles qui sont sexy, celles qui sont sur le papier peuvent exploser, tu arrives déjà facilement à 7-8. Toi. Et ensuite, si tu veux prendre un peu de risque, effectivement sur des small caps, sur des cryptos qui sont beaucoup plus jeunes ou avec une capitalisation moindre, et là, c'est tentant d'en avoir 15, 20, voire beaucoup plus. Mais, alors je sais pas, toi aussi avec le recul, tu as tendance à réduire le nombre d'actifs en portefeuille, mais la réussite est proportionnelle et inversement proportionnelle au nombre d'actifs que tu as en portefeuille. Je pense que tu as raison. Moi, quand j'ai commencé, comme tu dis, j'avais une trentaine d'actifs en portefeuille parce que j'étais novice, j'étais débutant et je ne savais pas comment analyser les projets. Ouais. Donc, j'analysais des graphiques et je me suis dit, tiens, je vais mettre un jeton sur ce projet, puis un autre sur celui-ci. Et puis, comme tu dis, c'était pas possible de suivre. Et donc, je me suis fait ramasser. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut centraliser les outils d'analyse, déceler son profil d'investisseur c'est important. aussi, et rester serein avec ses convictions, surtout, se fixer des objectifs, avoir une petite stratégie également. Oui, c'est ça, parce que alors là, j'ai parlé on reste sur le premier critère, hein, vraiment de minimaliser, on va dire, son écosystème. J'ai parlé que des actifs. Mais tu as rebondi sur la stratégie. Ça, pour moi, je vois il y a 4 grands pôles au sein de cette stratégie. La première, c'est d'avoir quelque chose qui soit défini d'avance. Bon, ça, c'est aussi un autre conseil qui est important à suivre. Un objectif de profit. Et de ne pas avoir aussi 36 stratégies, parce que ça, je le vois. Il y en a, ils vont vouloir trader. Alors déjà, tu ne sais pas de l'investissement, le trading. Quand tu commences à vouloir acheter, alors même au sein d'un cycle, normalement, c'est 4 ans, tu me diras. Donc, tu fais peu de mouvements. Mais même par définition, si tu commences à vouloir acheter bas et vendre haut, c'est du trading. Même si ce n'est pas du day trading ou j'en passe, ou du scalping, mais ça reste quand même du trading. Et il y en a certains qui commencent à avoir 5-6 portefeuilles différents, du très long terme, du cyclique, de l'intraday. Ça se complique. Enfin, si tu n'as pas l'expertise, si ce n'est pas ton travail, simplifie au maximum, quitte à n'avoir qu'une seule stratégie. Alors pour le long terme, on peut se dire qu'on peut avoir une petite partie qu'on ne va jamais vendre, quitte à que ce soit par exemple pour ses enfants, ses petits-enfants, on n'y touche jamais. Et ok, à côté, on peut avoir une deuxième stratégie où là, en effet, tu vas te concentrer sur des cycles et essayer de faire les choses bien et de profiter effectivement des volumes qui arrivent, du désintérêt pour les bear markets. Donc ça, c'est très important. Et les 2 autres points, comme je disais qu'il y en avait 4 sur cette première partie, c'est les outils et l'influence. Donc l'influence, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aussi cette tendance que les nouveaux ont à suivre 50 personnes. Alors quand j'ai 50 personnes, c'est évidemment surtout en ligne. C'est je m'abonne à 36 chaînes YouTube, je vais suivre 12 mecs sur Twitter, je vais m'abonner à tous les canaux, Telegram, Discord et machin chose. Et forcément, déjà sur 50 mecs, il n'y aura jamais le même discours. Parce que chacun déjà a sa technique, mais parce qu'eux-mêmes suivent ce que je dis et ont leur stratégie et ont leur actif qui est propre à eux.
qui va être totalement différent de la masse et évidemment de la personne qui va regarder, et de se limiter vraiment. Alors ça demande un petit peu plus de jugement et de connaissance, dans le sens où on va se dire, ok, cette influence-là, parce qu'on a tous des influences, hein. Toi, moi, on a tous, hein, même à commencer par certains qui sont, même indirectement, je parlais par exemple d'Elon Musk. On va suivre Elon Musk parce qu'il a une influence sur la crypto, donc ça en fait partie. Et de pas suivre, de pas avoir cette tendance à regarder 5 vidéos YouTube par jour quand c'est le bull run, parce qu'évidemment, quand c'est le bear market, il n'y a personne qui regarde tes contenus crypto. Ça, nous, on le voit aussi, que ce soit en termes de questions, que ce soit en termes de vues, c'est proportionnel à l'avancée du marché de la crypto. Donc, je sais pas toi aussi si tu as eu cette tendance à regarder 50 mecs en même moment, à regarder plusieurs vidéos, parce que ça, au tout début, alors, j'ai eu la chance de commencer à faire du contenu en même temps que les premiers. Ouais. D'accord, les Américains, ils avaient un peu d'avance, donc il y avait déjà un peu de contenu américain, mais je m'étais abonné à tout le monde. J'avais fait la même stratégie que toi. Quand je suis arrivé, j'essayais de prendre un peu les opinions de tout le monde, les avis de tout le monde, de me faire mon propre avis. Mais au final, on reste influençable, et ce qu'ils vont nous dire c'est ça. vont influencer nos actions, nos choix, et nos décisions, nos stratégies. Et je pense que c'est néfaste. Il faut se concentrer sur 1, 2, 3 youtubeurs de qualité qu'on va pouvoir tester avec le temps, dans le temps, savoir s'ils sont fiables et s'y référer pour après se construire un propre avis et développer son expérience et son expertise dans le secteur. C'est pas forcément une mauvaise influence, mais ça peut être une mauvaise influence pour toi. Oui. Parce que là où tu vas avoir ta stratégie, ce qu'on vient de dire, et le mec dit non mais il faut investir sur lui, sortir de là, et en fait ça correspond pas à ta stratégie, mais il dit des choses pertinentes, le gars. Il va dire des choses pertinentes. Comme aussi avec le recul, quand j'avais fait des contenus, j'avais donné des actifs sur lesquels se positionner. Ouais, les gens n'avaient pas suivi, ils étaient rentrés trop tard ou ils étaient sortis trop tard. Ils m'ont dit c'est pas un bon conseil. Bah, si le truc a fait x56, c'est un bon conseil, toi. Il fallait rentrer au même moment que moi. Donc déjà, il fallait rentrer au même moment, mais même sans parler de conseils purs en donnant des noms, c'est qu'effectivement, ça peut te mettre dans le flou total. Mais comme pour beaucoup de choses, finalement, j'ai envie de te dire, c'est pas que la crypto, hein, c'est de manière générale. Si on te parle même de développement personnel, de sport et de machin, ils vont te dire tout et son contraire, alors qu'il faut que tu aies la connaissance de toi et la connaissance de ta stratégie. Et donc, pour faire le lien sur le 4e point, ça va être les outils. Les outils, on va avoir aussi cette tendance à se former massivement au début et de vouloir tout regarder. Là, un peu comme l'influence, il y en a certains qui vont dire le contraire de l'autre. C'est déjà une statistique. Si tu as 90% des outils que tu regardes vont te dire que ok, tous les feux sont ouverts, que c'est un début de bull run, tu y vas. À l'inverse, si tu commences à avoir plus de la majorité de tes outils qui disent il y a un retournement de marché, on va aller dans le rouge, il faut le suivre. Mais quand même, ne pas avoir 50 outils. D'ailleurs, encore une fois, il y a le temps et l'énergie que ça te prend. Bien sûr. Compliqué, à moins de ne pas dormir la nuit La difficulté. et de ne plus voir sa famille. Et la difficulté, mais ouais, par exemple, ce que j'avais fait dans la dernière vidéo de mise à jour au sein de la formation, il y en a qui sont plus larges que d'autres, qui sont plus faciles à analyser que d'autres. Si tu regardes le RSI, un peu la base, et si tu vas regarder un indicateur qui est peut-être plus technique, un peu moins connu, comme le P-Cycle indicator, top indicator, qui est pour le coup plus, on va dire, plus judicieux à regarder parce qu'il ne va pas être sur le long terme comme le RSI. Le RSI, tu peux l'analyser, quel que soit le jour où tu regardes le P-Cycle top indicator, il va te donner un indicateur de top, comme son nom l'indique, donc c'est plutôt à un moment donné. Il a été précis toutes les fois précédentes, il peut ne pas l'être, mais l'un dans l'autre, si tu regardes, tu te mets 3, 4, 5, grand maximum outils d'analyse, tu as déjà fait le principal, et justement, ça correspond à ta stratégie, et aux influences que tu regardes, et aux actifs que tu as. Mais en termes d'outils, et je le vois encore, plus ça va, plus j'ai cette tendance à soit le faire pour moi, et à le conseiller pour les autres. Donc RSI et d'autres indicateurs, normalement, à moins d'être un expert et d'avoir une stratégie bien particulière, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de regarder la nouvelle stratégie secrète qui vient de sortir, je ne sais quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai échangé avec un ami à moi qui s'est lancé dans le marché des cryptos et il a voulu se lancer un petit peu à l'analyse graphique et il parlait d'indicateurs que moi-même je ne connaissais même pas. Je te suis dans le fait qu'il faut garder 5, 6 indicateurs, le RSI, le MACD pour connaître les momentum, les moyennes mobiles, ça peut être important, le Gaussian Channel pour savoir si on est en bear market ou en bull market. Voilà, rester simple. On essaiera de mettre tous les termes que tu as donnés et les miens dans la description de cette app, peut-être un peu complexe pour des débutants. C'est ça. Ouais. Mais est-ce que tu en as un préféré, toi? Hormis le RSI, qui est un peu basique et même techniquement pas un outil. Les moyennes mobiles, ça marche
Ouais. Le momentum, le MACD, ça marche aussi. Le RSI, ces trois-là. Le Fibonacci également, pour savoir quand Puis est-ce bon, qu'il ouais. faut rentrer et sortir. Mais sinon, non, je reste au basique et ça fonctionne très bien. Hmm. Voilà, j'ai appris à les interpréter, à les comprendre, à savoir comment les utiliser, à les corréler entre eux. Aussi aux indicateurs macroéconomiques. Bien sûr. Avec des personnes comme Elon Musk, Trump, Hmm. eh bien, on peut avoir des indicateurs chartistes qui peuvent nous dire quelque chose, mais de l'autre côté, la macro, ça va aller dans l'autre sens et donc le marché va aller dans l'autre sens également. Ouais. Il ne faut pas oublier que les indicateurs chartistes, ça reste de la statistique et c'est qu'une question d'interprétation, même si ça reste à 80% fiable la plupart du temps. Hmm. Surtout Ok. quand on les corrèle. Ok, merci pour ce retour. Le deuxième critère, si on passe maintenant à avoir compris cette idée de minimaliser son écosystème, plutôt d'un point de vue suivi, toujours dans cette idée d'être efficace, simple pour monsieur et madame tout le monde, c'est de comprendre un minimum l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Alors déjà ce que c'est et comparer les deux et ensuite l'un par rapport à l'autre. L'analyse fondamentale, c'est, pour faire très simple, c'est le quoi, et l'analyse technique, c'est le quand. Exactement. L'analyse fondamentale, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière un projet. C'est déjà qu'est-ce que c'est, quelle est l'équipe qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça représente. Et vraiment, et normalement, comme n'importe quel business d'ailleurs, il y a un business model, il y a un pitch deck, il y a un white paper, comme on dit dans le livre blanc, dans le milieu de la crypto. Et donc c'est vraiment tout ce qui, sur lequel repose le projet. L'analyse technique, là aussi, avoir un minimum de connaissances. Quand je dis minimum, c'est vraiment, je pense qu'en 1 heure ou 2 heures, vous avez déjà 80% de ce qu'il faut pour l'analyse technique. C'est de comprendre à peu près quand il faut rentrer et quand il faut sortir. Déjà, c'est le principal. L'analyse technique, c'est vraiment ça. C'est à quel moment il vaut mieux investir et à quel moment il vaut mieux ressortir. Voilà, ces fameux charts, comme on dit. Et tu peux avoir une analyse fondamentale extraordinaire et une analyse technique nulle qui va te dire de ne pas te positionner. Et à l'inverse, là, tu tombes dans le shitcoin, dans le meme coin, une analyse fondamentale très, 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 très light, pour ne pas dire inexistante, mais l'analyse technique va te dire c'est un très bon moment pour se positionner, parce qu'il y a, il y a une nouvelle hype qui arrive, il y a des nouveaux flux qui arrivent, et ainsi de suite. Donc l'un ne va pas forcément être lié à l'autre. Le mieux, le best, c'est quand tu as une analyse fondamentale qui est incroyable, une analyse technique aussi, c'est le meilleur moment pour investir. C'est beaucoup plus complexe. Là, c'est vraiment un top projet où tu arrives au meilleur des moments. Là, c'est le saint graal de l'investisseur. Mais, alors déjà, ça aussi, en termes de recul que j'ai maintenant, au début, j'ai accordé trop d'importance à l'analyse fondamentale dans la crypto, je parle. Ouais. Et plus le temps est passé, plus l'analyse technique, en fait, est importante et prend une part importante dans tes positions de l'analyse crypto. Et alors, ça, je pense que c'est un peu le côté ingénieur, ma casquette d'ingénieur, où au début, j'avais un peu le fantasme de dire j'ai trouvé un super projet que personne ne connaît. C'était vraiment ça. Hein. Ouais. Mais ce qui était vrai, hein, genre le projet incroyable, équipe de fous, et le token ne bouge pas, quoi. Et le truc, même pendant un bull run, il va avoir un tout petit sursaut, parce que comme toutes les cryptos, et évidemment, les gens, peut-être comme moi, finalement, ont suivi le projet et ont mis quelques billets en plus. Mais c'est pas ça qui va te faire gagner énormément d'argent. Et à l'inverse, tu peux, c'est même une question aussi de morale, mais te refuser à te positionner sur du shitcoin et du memecoin, moralement, moi, en termes de conseiller, de vraiment dire aux gens de faire très attention par rapport à ces coins, mais le truc, il va faire x30. Donc, de comprendre un minimum, alors déjà, dans l'analyse technique, ça va être une analyse classique, et ensuite, d'autres que certains connaissent, j'imagine, enfin j'espère, par rapport à la dominance, par exemple, du Bitcoin par rapport au reste du marché, et au-delà de comprendre les tendances, admettons, du Bitcoin, qui est le leader du marché, de comprendre aussi ces questions de flux au sein du marché. C'est-à-dire qu'une fois que le Bitcoin, en général, c'est ça, ensuite, tu as une confiance qui revient sur le marché, tu as les flux qui reviennent sur les grosses capitalisations, puis sur les moyennes, puis sur les petites. Et ça aussi, tu peux l'analyser, ce qu'on appelle la dominance. Bon, je t'apprends rien, évidemment, mais c'est de comprendre, encore une fois, d'avoir très peu de choses à regarder, et de regarder d'abord le Bitcoin, de regarder ensuite les dominances, les alts, Total 2, Total 3, Others aussi, comme on dit, ce genre de choses, et de bien comprendre ça, et de pas avoir la prétention de se dire j'ai trouvé une pépite d'un point de vue analyse fondamentale, et de vraiment regarder le moment.
limite de ne pas regarder ce que c'est comme projet, le regarder dans un deuxième temps. De se dire, OK, bon là, c'est le bon moment pour me positionner. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et est-ce que je suis aligné avec ça? Et là, on va se positionner. Qu'en penses-tu? Je suis totalement d'accord avec toi. C'est savoir où est-ce qu'on en est dans le cycle, notamment grâce à la dominance et au total 2, total 3. Mais pour revenir à l'analyse graphique et fondamentale, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs qui achètent soit des graphiques, soit des projets. Et puis comme tu dis, je pense qu'il faut faire un mix des deux, trouver un équilibre. Et surtout, il faut rester fidèle à ses convictions. Moi, j'ai pas de shitcoin dans mon portefeuille parce que pour D'accord. moi, ça repose sur rien. Il n'y a pas de proposition de valeur. C'est juste sur une hype, comme tu dis, ça peut faire x30, mais Ouais, ça ouais. peut perdre 95% la semaine qui suit. Donc pour revenir sur ce qu'on disait avant également, si on en a 30, c'est impossible de suivre. Ouais. On s'en sort pas. Donc vraiment rester aligné avec ses convictions. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. Toi, François, ton troisième critère, quel serait-il? Alors, le troisième critère pour finir ce conseil macro en crypto, c'est le fameux DCA. Donc, quand acheter, quand vendre. Évidemment, ça c'est mission impossible aussi, le fantasme de beaucoup de néophytes sur le marché, c'est se dire je vais trouver le point d'entrée idéal et le point de sortie idéal et je vais faire all-in. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Enfin, vous êtes sûr à 100%, à 99%, sauf coup de bol incroyable, de vous louper. Et même si, admettons, vous avez un coup de bol incroyable sur le meilleur moment pour acheter, vous allez vous tromper sur le même moment pour vendre, parce qu'on ne peut pas avoir deux coups de bol incroyables de suite. Personne qui gagne 2 fois au loto, c'est quand même très rare. Et ça a été démontré statistiquement, mathématiquement, que c'est la meilleure stratégie, le DCA. Et que ça surperforme, on va dire, certaines stratégies, à commencer par le trading, où tu as 98% des gens qui perdent, mais vraiment, ça, c'est les vraies statistiques. Et même qui va surperformer, on va dire, un achat à un moment donné sur le très long terme, parce que certains ont acheté ou ont eu de la chance d'acheter à un bon moment. Mais le DCA, en fait, c'est tout con, parce que les bear markets durent plus longtemps qu'un bull run. 1 an et demi. Un bear market, tu vas rester très longtemps sur des phases, alors des fois baissières, ok. Des fois, tu vas te rapprocher. C'est aussi l'avantage chez le DCA, c'est vraiment d'acheter par palier, soit par phase de temps régulière très précise, tu peux même programmer à l'avance tes achats, soit on va avoir un DCA plus intelligent, où on va regarder, on va suivre un peu plus le marché, on va se dire, on va acheter, admettons, même tous les mois, si c'est par exemple un salarié qui veut dire je veux placer 500 € tous les mois, il va acheter tous les mois, mais à une période un peu plus précise, parce qu'il a vu qu'il y avait un retracement, dans des zones d'accumulation intelligente, comme on dit. Et donc par rapport à ça, forcément déjà, statistiquement, tu vas te rapprocher du bottom, voire tu peux avoir des chances d'acheter le plus bas, parce que tu achètes de manière régulière et parce que tu vas avoir sur le long terme, sur un cycle, tu vas peut-être avoir 30, 40, 50 positions. Et donc c'est pour ça que statistiquement, déjà tu te rapproches des prix les plus bas et tu as une zone d'accumulation qui est beaucoup plus longue. C'est plus facile, avec le recul, d'acheter bas. Que je parle par rapport à revendre le top. Revendre le top, donc c'est aussi un DCA à l'achat pour se positionner. Ça, les gens, quand même, la plupart du temps, ils comprennent. Oui. Il faut faire pareil à la revente. Le DCA à la revente pour sortir du marché, donc prendre des bénéfices. On part sur un postulat où vous avez fait des bénéfices, on part sur l'idée que vous avez fait de l'argent. L'idée est la même. C'est-à-dire que vous pouvez... Alors soit, c'est un peu plus complexe parce que comme c'est beaucoup plus court, la période justement où il y a énormément de bénéfices, j'allais dire de revendre aussi à des temps qui sont programmés, c'est plus complexe parce que la fenêtre de tir est beaucoup plus courte, mais ça peut être surtout par prix, ce qui va être plus simple, c'est de revendre. C'est pour ça qu'on parle de stratégie qui est établie en avance, parce que quand ça arrive, c'est très compliqué et émotionnellement on est plus impacté. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la stratégie en avance. Et ça va très vite. Là, quand personne n'en parle, quand c'est en bear market, on anticipe pour pas être dans l'émotion quand ça arrive. Et ce que je dis souvent, c'est même beaucoup plus compliqué quand ça va dans le vert que quand ça va dans le rouge. Parce que quand ça va dans le rouge, au pire, ça va à 0, tu le vois venir. Mais bon, il y a quand même des niveaux importants de résistance.
Et c'est émotionnellement, c'est difficile, certes, mais il y a quand même des leviers et des choses, tu peux te dire, bon, c'est quand même un bon moment pour acheter de la crypto. Mais quand ça va dans le vert, bon, déjà, tu arrives dans des zones, ce qu'on appelle le price discovery, en fait, tu viens de dépasser des plus hauts, On sait pas quand la en crypto fait, va c'est s'arrêter, des quoi. nouveaux prix tous les jours. Mhm. Tu sais pas où ça va aller, Bien sûr. tu sais pas, enfin, surtout pour les débutants, c'est là que ça devient compliqué, parce que l'analyse de price discovery est plus complexe. Alors, tu peux faire des extensions, tu peux faire du Fibonacci, on va pas rentrer dans le détail, mais les zones pour sortir, ça va être plus compliqué. Donc là aussi, la logique veut que tu vas mettre par avance des paliers, essayer d'en avoir pas mal aussi, hein, de ne pas en avoir 3, parce que s'il y en a un ou deux qui ne sont pas activés, bah, t'es sorti qu'une fois ou deux. Donc d'en avoir peut-être au moins une dizaine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais d'avoir au moins... 5-6, ouais. voilà, en fait, ça va dépendre du profil de l'investisseur. S'il est conservateur ou agressif, alors il faut le définir avant et pas se mentir. Il y en a qui vont se dire, oh non, mais moi, je veux faire des bénéfices, je suis agressif, et en fait, le premier drawdown de 10%, ils sont en payless, ils sont pas bien. Donc c'est là que la connaissance de soi est importante pour pas se mentir. Si on est conservateur, c'est OK, mais bon, là, je vois aussi le profil inverse des gens qui vont se dire, je vais pas suivre ma stratégie quand ça arrive parce qu'ils avaient défini on va dire des performances trop conservatrices. Et quand ça arrive, ils vont laisser, mais du coup, ils vont laisser jusqu'à quand ils savent pas, ils font des bêtises. Donc, c'est vraiment de bien comprendre son profil, ses émotions. C'est pour ça que finalement, le premier cycle va t'apprendre beaucoup de choses sur toi, mais plus sur la partie émotionnelle. Et où tu vas faire de l'argent sur le deuxième, parce que je ne vais pas répéter les mêmes erreurs. C'est compliqué de se définir soi-même sur son émotion quand on n'a jamais connu ça. Et donc, d'avoir des paliers, différents paliers à des prix. Alors, si tu es conservateur, tu vas mettre peut-être 20% sur ton premier palier de vente. Comme ça, tu as peut-être déjà sécurisé une partie ou une grande partie de ton capital. Et ensuite, progressivement, tu vas mettre 5%, 10%, 10%, 10%. Et pour les plus agressifs, vous faites l'inverse. Vous commencez peut-être avec des paliers à 5%, et à la fin, vous essayez peut-être de mettre du 10% sur les derniers paliers. Et on garde, ça c'est le petit tips, le fameux moonbag. On va peut-être garder 5% qu'on ne va jamais revendre dans l'idée où on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu peux avoir une extension de folie. Le Bitcoin va à 400 000 $. Alors, personne ne l'avait vu venir. Tu crois, toi, pour ce cycle ? Après, tu ne sais pas, en fait. Ces extensions, alors, ce n'est pas forcément que sur le BTC, mais ça peut être sur autre chose. Alors, tu ne t'attends pas. Ça peut être quelque chose d'extérieur, macroéconomique, un signe noir, quelque chose qui arrive, une guerre. Et en fait, le BTC, ou alors tu pars sur la théorie du super cycle, et il va sur des prix que personne n'avait anticipé. Donc, si tu as gardé ton moonbag, ton 5%, qui n'est pas grand-chose sur ton portefeuille, tu as vendu 95% de ton portefeuille. Déjà, tu as fait les choses bien. Si tu en arrives à ce niveau-là, tu es déjà niveau expert. Mais ton moonbag, en fait, ton 5%, il va se transformer en 30%, potentiellement. Donc ça, c'est vraiment le DCA à l'achat, le DCA à la vente. Déjà, statistiquement, on ne peut pas me prouver le contraire. Enfin, personne ne m'a prouvé le contraire. C'est la meilleure stratégie. Parce que des fois, j'en vois, le DCA, je pense que c'est des influenceurs, pareil, qui soit ils ont un truc à vendre, une super technique, soit ils y connaissent rien, soit troisième possibilité, effectivement, ils ont un fantasme de dire que c'est trop simple pour que ça fonctionne. Et il faut que ça soit simple pour que ça fonctionne. Et donc ça, normalement, et c'est applicable pour monsieur et madame tout le monde. Et techniquement, sauf catastrophe sur le marché, ça te permettra quand même de faire des gains, peut-être pas autant que tu veux, on ne crache jamais sur des bénéfices. Ok, tu aurais pu faire mieux. Ok, effectivement, si ça va à 300 000, que tu as commencé à vendre à partir de 130, 140, bah oui, ok. Mais définition de base d'un investisseur, tu ne craches jamais sur des bénéfices. Surtout ceux de la crypto qui sont en général quand même vraiment impressionnants. C'est vrai. Et puis, même des petits gains, c'est toujours mieux qu'une perte ou qu'une grosse perte. Ah non, bien sûr. Non, mais après, c'est sûr que... Mais moi aussi, pas revenir sur l'histoire d'Ethereum, mais j'avais vendu... En fait, quand l'Ethereum était passé de 40 à 80 très rapidement, et j'ai revendu la moitié de mon bag. Bon, avec le recul, bah non. Mais bon, j'ai quand même fait fois, je sais pas combien. Alors, x2 en l'espace de quelques jours, et surtout, j'avais acheté à quelques dollars. Il est monté à plus de 4000. Oui, forcément, avec le recul. C'était une bêtise d'en vendre dans une telle proportion et aussitôt. Mais tu fais des bénéfices. Oui. Tu peux pas, c'est ça mon point, c'est que tu vas pas cracher sur des bénéfices qui sont un multiplicateur x3, x4. Donc, et tu as surtout appris pour plus tard. Et j'ai appris pour plus tard, effectivement. Plus important. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, mais effectivement, c'est le troisième point, la maîtrise du DCA, qui est très simple, encore une fois, mais de le préparer à l'avance et de maîtriser à l'achat et à la vente. Voilà. Je pense que c'est la meilleure des stratégies, effectivement. Si on a 100 €, on met 25 € toutes les semaines sur du Bitcoin, sur de l'Ether. Oui, je parlais du mensuel, ça peut être hebdomadaire, ça peut être bien journalier.
Également, en fonction de son profil. Mais je pense que vraiment, quand je suis arrivé en 2021, ce que j'aurais aimé, comme tu disais, sur la partie émotionnelle, c'était que quelqu'un me dise mets 20 euros, mets 30 euros pour savoir ce que ça En fait. plus, t'avais quoi? T'avais 18 ans, 19? J'avais 18 ans. En plus, t'avais en plus vraiment c'est ça, pas d'expérience autre dans aucun autre marché en plus. C'est ça. J'ai été hypé par des amis, par des vidéos, par des beaux discours, entre guillemets. Et je l'ai un peu vendu à mes parents. Et puis, en gros, j'ai posé 800, comme tu dis, pas en DCA, en one shot. En one shot. Et la fluctuation, rien que à 18 ans, quand tu perds $200 en une nuit, ça fait mal. Bon, après, le lendemain, tu reprends 400, et puis après 600, 800, et puis tu sais plus où tu en es, et forcément, tu perds pied. Donc, avoir une stratégie, se fixer des limites, des paliers de vente, c'est hyper important. Ouais. Et voilà, le DCA. Après, même, j'ai envie de dire, quel que soit l'âge, même à 50 ans, 60, quand tu perds, et que c'est la première fois que tu viens de faire une position, ça fait mal. Tu perds 20% dans la nuit, ouais. Ouais, mais à la limite, tu vois, quand tu fais ça sur Bitcoin ou Ethereum, alors quand on enregistre en ce moment Ethereum, c'est pas la joie, mais même si c'est déjà beaucoup mieux là. Mais à la limite, tu te dis que tu es sur une grosse cap, tu attends un cycle, tu auras des plus hauts. Par définition, n'importe qui est rentré, là c'est le cas, hein, sur les 15 dernières années, sur Bitcoin, il est gagnant. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Par contre, si effectivement tu as fait un one-shot all-in sur un altcoin sombre, tu n'es même pas sûr qu'en fait ils reviennent. Ah bah t'es même quasiment sûr qu'il ne reviendra pas. Parce que mais oui, j'ai vu les statistiques l'autre jour, je sais plus là, je crois que c'était 95% des projets sont voués à échouer. Les altcoins ont disparu en fait. Oui, mais si tu regardes le top 10, même d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, évidemment, c'est à part BTC, Ethereum et XRP qui commencent à avoir du recul, Cardano. Mais, mais ouais, encore ça, c'est par rapport à ton cycle. Moi, il n'existait pas pour le Polkadot. Okay. Mais donc, ouais, là, si tu es sur les grosses caps, à la limite, tu peux prendre le risque d'être très agressif. Alt, ou alors sur les alt, on va dire vraiment les small caps, tu mets une proportion vraiment moindre, mais il faut vraiment avoir le cœur accroché. 2-3% de son capital et de son portefeuille. Ouais. Donc voilà, pour résumer sur ces 3 critères, pour vraiment être performant et faire mieux que 99% des investisseurs sur les cryptos, avoir un écosystème ultra minimaliste, peu de crypto, peu d'influence, peu d'outils et une seule stratégie. Le deuxième, c'est maîtriser le minimum syndical de l'analyse technique et fondamentale, enfin surtout technique, parce que c'est la hype qui fait beaucoup dans la crypto. Et le troisième point, maîtriser le DCA à l'achat et à la vente et faire les choses bien et le faire en amont et pas le faire sur le moment pour pas être malmené d'un point de vue émotionnel. Ça me semble pas mal. C'est totalement vrai. Et surtout se former, lire des articles, apprendre sur l'univers. Oui, voilà, et de suivre de loin, encore une fois. Parce que si vous mettez ça en place, normalement, vous n'avez même pas besoin de suivre de près le marché. Et d'ailleurs, il ne faut pas regarder son portefeuille tous les jours, il ne faut pas regarder le marché. Oui. Au début, c'est un peu compliqué, forcément. Non, mais c'est inhumain de se dire ok, je vais écouter François, je ne vais pas regarder mon portefeuille. Non, il va se réveiller le matin, la première fois, le gars, il va regarder son portefeuille. Bien sûr. 3 fois par jour. Et même des gens ça fait 10 ans qu'ils sont dans la crypto, ils regardent plusieurs fois par jour leur portefeuille. C'est vrai. Mais c'est pas la bonne chose. Mais même, je dirais, pour aller un peu plus loin, et pas pour revenir sur les 3 critères, mais plus vous prenez une échelle de temps et d'analyse importante, enfin dire sur la durée longue, plus vous avez des chances d'être gagnant, évidemment. Parce que si tu vas regarder et tu vas appliquer ce qu'on vient de dire sur des échelles de quelques jours, tu as des chances aussi d'avoir un retournement, d'avoir un truc qui est baissier, alors que on a entendu dans la vidéo que ça allait être haussier. Enfin bref. Alors que si on commence à regarder l'hebdomadaire du mensuel et voire de l'annuel, là, tu as 0 chance de te tromper normalement. Et puis il faut voir aussi la place que ça a pris depuis l'arrivée des institutions, l'arrivée des ETF, les réglementations. Bien sûr. Je pense que les crypto-monnaies sont vouées à rester, en tout cas pour les plus grosses. Ouais. C'est par ceux qui vont avoir des ETF dessus, donc forcément. Notamment, tu penses à qui, par exemple? Ça va être dans mon top, justement, dans mon top crypto. Je vais en parler. Alors, il y en a, forcément, il y a eu Bitcoin et Ethereum. Il y en a plusieurs qui sont annoncés, plus de manière assez bientôt, je crois. Il y a Solana. Il y a XRP aussi. Également. Il y en a un, on n'en parle vraiment pas, c'est Litecoin. Oui, le LTC, bien sûr. Ça, c'est systématiquement. LTC, il est complètement mis de côté, les gens s'en intéressent plus. Les dinosaures, comme on les appelle. Oui, tout à fait. Et il y a une annonce qui doit être faite, je crois, si je ne me trompe pas, c'est cet été, je crois que c'est plus annoncé vers le mois d'août sur LTC. LTC, c'est vraiment les gens ils se disent c'est le Bitcoin en plus petit, avec une capitalisation moindre.
et on va se positionner dessus quand il y a de la hype. En fait, c'est ça. Un frère jumeau du Caspa, finalement. Oui, dans l'idée, c'est ça. Mm. C'est vrai, de faire une comparaison. Ok. Merci projet. infiniment déjà pour Merci ce à top, toi de pour cette m'avoir reçu. première émission ensemble. Merci infiniment pour la valeur apportée sur la crypto. J'espère que ça apportera un maximum de valeur pour éviter de faire des bêtises pour le bull run et les mois qui viennent, de faire des performances. Je veux bien vos recommandations dans les commentaires. Vraiment, mettez votre petite pépite, surtout d'un point de vue technique, vous avez compris. Faites-nous part de vos avancées, de vos propres conseils, ce qui vous a fait échouer. Voilà, pour essayer d'apporter de la valeur aux commentaires pour les nouveaux qui arrivent, pour ceux qui découvriront la vidéo. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine émission.